Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Public Sénat pour ce premier salon ouvert en direct du 56e Salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce matin. C'est un événement incontournable, mais au-delà de la bonne ambiance qui règne généralement dans les allées, l'enjeu est aussi de taille pour les agriculteurs qui ont envie de se faire entendre. Emmanuel Macron est d'ailleurs sur place, le président de la République qui est arrivé tôt ce matin dès 8h30 pour l'inauguration de ce salon. Le président qui est peut-être en passe de battre son record de présence. L'année dernière, il était resté pas moins de 12 heures. En ce moment, il est toujours à l'écoute, vous le voyez sur ces images, à la rencontre des éleveurs, des agriculteurs. Et justement, il a peut-être envie de battre, je le disais, son record de présence. Alexandre Poussard, vous êtes d'ailleurs sur place. Vous avez pu rencontrer des éleveurs, des agriculteurs qui ont pu échanger avec le chef de l'État. Oui Delphine, je suis avec Bruno Nérou qui élève 70 vaches laitières dans l'Isère et qui a rencontré ce matin le président de la République. Et Bruno, vous êtes plutôt satisfait des futurs effets de sa loi agriculture et alimentation? C'est une loi qu'on a demandée, et notamment sur le seuil de revente à perte. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que nos produits, comme nous produisons indirectement du Saint-Marcelin, et c'était des produits qui justement n'étaient pas des têtes de gondole et qui faisaient aujourd'hui que certains distributeurs prenaient des marges importantes sur ces produits-là et finalement préféraient perdre de l'argent sur d'autres produits. Donc c'est surtout nos produits et finalement les producteurs qui en pâtissaient de cette revente avec des produits qui étaient parfois doublés, voire plus, sur le prix d'achat payé par la distribution. Donc là, vous pensez que vos prix vont remonter? Elle vient d'être votée début du mois de février. Les dernières négociations sont en cours, puisque ça vient jusqu'à la fin du mois. Et on espère avoir un effet, bien sûr, sur cette loi, parce que nos produits ne servent plus de remplissage pour les marges de ces rayons. Alors, dans votre échange avec le président de la République, vous m'avez expliqué que Emmanuel Macron souhaite réorganiser la filière laitière pour que les producteurs de lait commercialisent directement leurs produits. Oui, la volonté du président et du ministre, c'est surtout d'aller vers ce qu'on appelle des organisations de producteurs qui sont à but commercial. Aujourd'hui, les organisations de producteurs, elles sont plutôt liées, c'est plutôt des discussions, ça permet de discuter avec les transformateurs, les laiteries, mais elles ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elles ne détiennent pas la valeur du produit. On négocie le prix, mais on ne va pas au bout. Alors que la volonté du président, c'est d'aller vers des organisations de producteurs commerciales, c'est-à-dire que tout soit détenu par la partie production. Et il faut reconnaître que c'est quelque chose qui nous inquiète un peu, nous, au niveau de la production, parce qu'on a connu ce type de fonctionnement pendant plusieurs années, avec des coopératives qui étaient uniquement des coopératives de collecte de lait et qui n'avaient pas eux-mêmes d'outils de transformation. Donc c'est quand même un risque quand on n'a pas la capacité de transformer du lait qui, pour le producteur, il faut le savoir, au bout de 72 heures, est un produit complètement périssable s'il n'a pas été transformé. Et si personne ne veut de ce lait, il n'y a plus qu'à le jeter, quoi. Finalement, il vous a proposé une ancienne recette qui ne fonctionne pas forcément. Pardon, j'ai pas... Emmanuel Macron vous a proposé une ancienne recette qui ne fonctionne pas forcément. Je ne dis pas qu'il sait avec des améliorations. C'est-à-dire c'est pas reprendre ce qui s'est déjà fait complètement avec les coopératives de collecte. Il veut l'améliorer et mettre des garde-fous. Mais il n'empêche quand même que quand on se retrouve sur des litrages qui sont contractualisés avec des entreprises, et si à un moment donné, ces entreprises... même s'il y a des garde-fous, disent ce lait-là, même si on met un délai plus important, dans 6 mois, je veux plus de ce lait-là parce que j'en ai plus l'utilité. Il faut quand même pour les producteurs la capacité de retrouver la transformation de ce lait-là. Alors Emmanuel Macron, ce matin, a défendu une politique agricole commune forte, une Europe agricole forte. Est-ce que vous y croyez? On ne peut pas dire qu'on soit contre ça, parce que c'est quand même l'objectif de la politique agricole, et c'est aussi la France qui a été quand même... le pays qui a été le plus en avant au niveau de cette politique agricole. Nous-mêmes, sur nos exploitations, nous avons profité de ça, puisqu'on a aussi protégé nos produits. On a une indication géographique protégée pour le Saint-Marcelin, on a une appellation d'origine protégée pour la noix de Grenoble. Mais d'un autre côté, avec
l'importance de ces politiques européennes, on se met aussi des freins à l'exportation, notamment sur nos produits, par exemple sur l'aspect de plus pasteuriser le produit. On n'a pas eu de possibilité avec l'Europe de trouver une solution pour pouvoir revendre sur des pays qui obligeaient la pasteurisation, par exemple. Par exemple, vous ne pouvez pas commercialiser vos fromages non pasteurisés aux États-Unis. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, on a l'interdiction de commercialiser du Saint-Marcellin, puisqu'aujourd'hui, dans l'indication géographique protégée, il n'y a pas la possibilité de pasteuriser. On ne peut plus commercialiser aux États-Unis. C'est un peu dommage. Très bien. Merci Bruno Nérou d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction. On va continuer d'analyser la visite d'Emmanuel Macron avec mes invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Valentin. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de la Chambre d'agriculture de la Lozère et membre du bureau de la PCA, c'est la présidence des chambres d'agriculture. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau, Luc Smessard. Bonjour, vous êtes le vice-président de la FNSEA. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Le sénateur Pierre Cuypers est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur LR de Seine-et-Marne et vous êtes aussi agriculteur. Vous connaissez donc très bien ces questions, ces revendications du monde agricole. Et puis Laurent Pinatel, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes le président de la Confédération paysanne. Un petit mot avec vous, Laurent Pinatel, puisqu'on vient d'entendre les doléances avec beaucoup encore d'incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur le monde agricole. Tout n'a pas été résolu par la loi Egalim. Non, tout n'a pas été résolu et je sais pas, je suis un peu dubitatif en ce début de débat là. Est-ce qu'on est là pour parler si Emmanuel Macron va battre le record de 12 heures de l'année passée ou est-ce qu'on va vraiment parler des problèmes des paysans et des paysannes en fait? On va parler des problèmes de fond. On a une heure et demie pour en débattre. Que je vous adresse à vous, mais moi je me dis, si on en est arrivé à se demander si Emmanuel Macron va marquer son passage au salon par la durée dans laquelle il va rester là, ça veut vraiment dire que le discours qu'il a prononcé ce matin et que la politique qu'il a en direction des paysans et des paysannes, elle est creuse. Donc moi je pense que c'est au contraire un bon angle d'attaque que de dire en fait est-ce qu'il va battre ou pas le record et c'est ce qui va rester de lui. Et de la loi c'est ça en fait. De la loi il va rester des longueurs et des longueurs de débat, de la matière importante qui a été produite par tous ceux qui ont joué le jeu de la loi Egalim. Et à la sortie, il reste quoi? Il reste, ça a été dit par la personne qu'on a vue dans les allées du salon, ce fameux relèvement du seuil de vente à perte, c'est-à-dire la capacité qui a été obligée par la loi aux grandes surfaces de faire un peu plus de marge. Et puis voilà, c'est tout. Et on espère que par miracle, il en restera quelques miettes aux paysans et aux paysannes. Mais c'est assez insatisfaisant. Oui, on est déçu de la loi sur les états généraux de l'alimentation. Alors que de nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Bernard Lannes, bienvenue à vous. Vous êtes le président de la Confédération rurale. Et je salue Coordination rurale. Et Jérémy de Serle, bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs. Bonjour. Bienvenue à vous. On évoquait cette visite d'Emmanuel Macron. Ça se passe plutôt bien. On a le sentiment justement que le chef de l'État, il est à l'écoute, il est bien accueilli cette année. Il n'y avait pas de volonté, en tout cas de la profession, de mal l'accueillir. Il y avait une volonté de l'écouter, de lui passer un certain nombre de messages. Il a commencé sa visite par un discours assez long, assez complet sur la politique agricole européenne qu'il souhaitait mener. Il va falloir que les ambitions qu'il a portées ce matin puissent se traduire aussi dans les faits pour les agriculteurs français. C'est ce que les agriculteurs français attendent et c'est ce qu'ils sont en train de lui demander aussi au cours de sa visite et c'est ce qu'on lui a demandé pendant ce repas. Mais il n'y avait pas de volonté à le chahuter plus que de raison. Justement, avant de continuer d'analyser avec vous les attentes et cette visite présidentielle, on retrouve Tam Tranui, justement, où en est le président de la République. On disait qu'il avait pris beaucoup de retard sur son programme. Delphine, je vous confirme que le président de la République a pris énormément de retard. Nous le suivions déjà ce matin. Il était à quelques pas d'ici. Eh bien, il n'a quasiment pas changé de place. Il fait du sur place. Il y a au moins 2-3 heures de retard. Ce matin, le président de la République devait voir les filières lait et viande. Il n'a vu que la filière lait. À cette heure-ci, il est encore en train de déjeuner. Et après ce déjeuner extrêmement tardif, il devrait voir la filière du porc et la filière du bœuf, Inapor et Interbev. Globalement, écoutez, sachez que l'atmosphère est assez sereine. Il y a eu bien sûr l'arrêt obligatoire ce matin à côté de la mascotte Imminence, la vache Imminence. Sachez qu'il a aussi été quelquefois interpellé par un visiteur en situation de handicap sur la question du minimum de vieillesse. Il a aussi été interpellé par un ingénieur agronome sur le glyphosate, mais surtout par un homme qui lui brandissait ce matin un gilet jaune. Écoutez et regardez.
en tant que citoyen, quand même, République en marche, acteur de la bio, je donne ça pour rencontrer un conseiller. J'étais un des membres de la République en marche. Vous allez bien? Ah. Ça va? Bonjour à vous. Monsieur le Président, les Gilets jaunes vous interpellent. Bonjour, bah oui, mais il y a plein de gens qui m'interpellent. J'essaie de dire bonjour à tout le monde, je tiens mes engagements. Il fait beaucoup de selfies. Il s'est aussi entretenu avec Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture, ou encore Michel Barnier, le grand négociateur du Brexit. Il a aussi rencontré des jeunes de lycée, hôteliers. Donc tout cela a été assez calme, assez serein, mais il faut aussi dire qu'il est entouré par un véritable dispositif de sécurité impressionnant, très étanche, très imposant. Et sachez qu'en tout cas, il ne devrait pas quitter le salon de l'agriculture avant très tard ce soir. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Christine Valentin, bien sûr on ne mesure pas l'implication d'un président au nombre d'heures qu'il passe sur ce salon, mais un mot de commentaire avec vous sur cette visite d'Emmanuel Macron et de ce discours prononcé ce matin devant 500 jeunes, pas que des agriculteurs d'ailleurs. En effet, je crois qu'on ne mesure pas la durée qu'il passera sur le salon, mais on remarque quand même que Emmanuel Macron prend le temps de rencontrer les agriculteurs et de rencontrer toutes les filières. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fini, il doit passer normalement vers un maximum de filières et il mettra du temps. Mais quand on dit qu'il est en retard sur son programme, je crois aussi que ça veut dire qu'il prend le temps d'être interpellé par les agriculteurs et qu'il donne des réponses. Et je crois que ce qu'on vient chercher aussi au Salon de l'Agriculture, c'est ce contact avec les hommes politiques, avec ceux qui nous gouvernent, et je pense qu'Emmanuel Macron se prête à ce jeu. Alors oui, il n'y avait pas que des agriculteurs ce matin, il y a des jeunes, et on se rend compte dans ce Salon de l'Agriculture que de nombreux jeunes veulent s'installer, veulent se faire agriculteurs ou rentrer dans ce nouveau métier, ou le découvrir pour certains, et on est interpellé aussi au niveau des chambres d'agriculture par des jeunes qui veulent venir découvrir ce métier, mais qui ont déjà un projet plus avancé que peut-être les autres années. C'est un signe que l'agriculture intéresse des jeunes et ça nous fait plaisir. Oui. Lucas Messart, un mot de commentaire justement. Oui, moi je vais revenir sur son discours ce matin qui a été offensif, qui a été dynamique sur l'Europe. Il faut qu'il entende aujourd'hui, le président de la République, qu'aujourd'hui la PAC sur le terrain, chez les agriculteurs, elle est perçue comme une PAC qui est administrative, une PAC qui est lourde, une PAC qui est distorsive. Quand on voit aujourd'hui les écarts qu'on peut avoir au sein de l'Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, les écarts qu'on peut avoir sur la fiscalité, les écarts qu'on a aussi sur le social, le coût de la main-d'œuvre, qui fait qu'aujourd'hui, entre Français, Allemands, et belge ou espagnol, on a trop de distorsions. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir plus et mieux d'Europe. C'est indispensable de pouvoir aussi répondre à la protection, à la gestion des risques. On a de plus en plus de problèmes climatiques. Comment aussi l'agriculture, et c'est là-dessus que la FNSEA s'appuie aujourd'hui pour montrer que les agriculteurs peuvent être source de solutions face aussi au changement climatique par rapport au captage du carbone. Comment on peut accompagner de façon transversale, mais aussi que ce soit une PAC qui ne prenne pas des retards de paiement comme on a pu avoir sur les mesures d'aide environnementale, sur le bio. Il faut absolument aujourd'hui qu'une PAC qui tienne ses promesses en termes de budget, ça commence par là, et puis une PAC qui amène justement l'agriculture vers le haut. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est ce que les agriculteurs, pour qu'ils aient demain, continuent à avoir confiance en cette Europe. Alors Luc Messard, justement, on va réécouter le chef de l'État ce matin qui a appelé justement une Europe unie pour peser dans les négociations face aux États-Unis ou encore la Chine. On l'écoute et je vous ferai réagir après. Donc oui, notre défi, ça n'est pas simplement, comme le voudraient certains, de liquider l'héritage de plus de 60 ans de politiques agricoles communes, de céder au poison lent de la division. Mais c'est bien de réinventer cette politique agricole commune aujourd'hui. Et c'est pour moi une question de souveraineté alimentaire, environnementale, industrielle, c'est-à-dire de pouvoir faire en tant que citoyens européens, nos choix, et que la jeunesse européenne puisse les faire. Si nous cédons à l'esprit de division, alors dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nous ne pourrons plus garantir à nos concitoyens une alimentation saine, en tout cas totalement traçable et indépendante en Europe. Nous ne pourrons plus garantir la cohérence d'une politique environnementale. Nous imposerons à nos producteurs des normes de plus en plus dures, mais nous serons dépendants
d'intrants ou d'imports de puissances qui ne respecteront pas les mêmes règles. Et nous laisserons ainsi s'effriter des filières, de l'emploi, des territoires qui dépendent de la force de cette politique commune. Aucun agriculteur, aucun consommateur ne souhaite demain être soumis aux normes, aux standards, aux prix et finalement aux diktats des non-européens. On vient d'entendre le chef de l'État, c'était clairement un discours orienté, tourné vers l'Europe. On ne parle plus de PAC, de politique agricole commune, mais de politique agricole européenne. C'est un changement, une évolution qui était souhaitée? Moi, je sors du débat avec lui. Là, on était enfermés pendant 1h30. On a eu un temps apaisé. On parle même plus de politique agricole, on parle de politique alimentaire. Parce qu'en fait, on nous dit qu'on va réconcilier les citoyens avec les agriculteurs. Et les citoyens par les agriculteurs, c'est pas l'agriculture, c'est l'alimentation. Et l'alimentation qui découle de quoi? D'une agriculture. Son discours combatif pour l'Europe, nous on y adhère. Mais il rappelle une Europe protégée. Lui, il veut faire une priorité de l'agriculture, c'est-à-dire que nous, on en parle avec la coordination depuis longtemps, de l'exception agricole qu'on appelait agriculturelle. C'est-à-dire que dans l'OMC, on ne traite de l'alimentation que face à de l'alimentation et que l'on mette les mêmes normes sociétales, environnementales aux frontières. Avec ça, il aura demain une agriculture. Vous avez vu que aujourd'hui, dans le salon, il est respecté. Mais moi, quand je vois ici, on est à l'excellence, que je vois un éleveur de Salers lui dire « Monsieur le Président, moi, mon revenu ne suffit pas », ça veut dire que même dans l'excellence, aujourd'hui, ça souffre. Et je veux revenir sur les EGA, parce qu'on en a reparlé en huis clos. Les EGA, le problème, c'est que... Les États généraux d'alimentation. Oui, les États généraux de l'alimentation. La théorie du ruissellement qu'on a attribuée à Emmanuel Macron, moi, il m'a dit que ce n'était pas de lui, mais de toute façon, le fait de prendre avec de la grande distribution sur du Nutella pour envoyer aux agriculteurs, ça ne marche pas. Par contre, le fait aujourd'hui de contraindre les distributeurs via les NDT, comment dire, qui veulent reprendre de la marge là-dessus pour justement faire baisser les marques, le président de la République s'est engagé à avoir un combat mais vraiment frontal avec les grandes distributions. Parce que la grande distribution, ce n'est pas des perdreaux hollandais, comme on dit chez nous. Derrière, ils veulent encore continuer leurs vieilles pratiques. Moi, je rappelle qu'avec les autres syndicats, on a fait Front Uni, quand il nous dit qu'il faut faire PAC, pour signer aux EGA la charte de bonne conduite, mais qui n'était pas une charte contraignante. Derrière cette charte, on a vu qu'aujourd'hui, vous savez, dans les négociations, les distributeurs se sont comportés comme ils font depuis 20 ans. Vous savez, dans les abattoirs, on parle de mettre des caméras dans les abattoirs pour voir les pratiques. Et bien, nous, on dit qu'on devrait mettre des caméras maintenant dans les petites cabines en verre qu'on appelle le passage sur le grill dans ces négociations. Parce que ces gens-là se comportent de façon outrancière. Il est temps de renvoyer du revenu sur l'agriculteur, parce qu'on rappelle que quand même l'an dernier, une grande majorité d'agriculteurs ne tiraient que 350 € par mois. Il faut rappeler effectivement ces chiffres. Ça vous fait réagir, Pierre Cuypers? On voit que malgré le vote de cette loi Egalim, on est loin d'avoir résolu la question du revenu agricole. On est en plein mois de février, c'est le mois clé pour ces négociations salariales. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez peut-être rassurer un peu Bernard Lannes? J'aimerais tellement rassurer tous ceux qui sont ici et qui sont au salon aujourd'hui. Vous savez, au Sénat, on n'a pas besoin de grands discours puisque tous les jours, nous travaillons sur le domaine agricole, sur l'agroalimentaire, sur l'environnement. Nous avons un groupe sur la politique agricole commune, nous avons un groupe sur la réduction des charges. J'ai bien entendu que très brièvement, le chef de l'État ce matin, il a été très long, il a sûrement fait un très bon discours. Moi, ce que j'attends et ce que nous attendons au Sénat, ce sont des actes. Ce sont des choses précises qui permettent notamment de réduire les charges en agriculture. Et je n'ai pas beaucoup entendu, pour le peu que j'en ai entendu, la réduction des charges dans nos métiers. Donc la perte de compétitivité, elle est bien évidente. Le malaise des agriculteurs, il est réel. On ne peut pas le voir comme ça ici dans un salon qui est ouvert au grand public. Il faut, comme vous venez de le dire, aller au fond des choses et sur le terrain. Et c'est la chance d'ailleurs du Sénat, c'est que nous sommes des élus de terrain et que nous savons de quoi nous parlons et sur quel sujet il faut aborder. Et nous constatons de manière régulière, et moi je l'ai fait en déposant des amendements dans le cadre de la loi de finances ou ailleurs, déposer des amendements qui n'ont pas été retenus ou qui ont demandé d'être rejetés par les différents ministres parce qu'il y avait des problèmes budgétaires, etc. Non, alors que c'est bon pour notre économie, c'est bon pour notre emploi, c'est bon pour la transition écologique, c'est bon pour notre indépendance énergétique. Nous proposons des sujets, malgré tout, nous les faisons voter par notre Assemblée. Et puis il se passe le jeu parlementaire où, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui les réfute et qui les refuse. Voilà, donc il y a le discours, il y a les actes,
et de voir de quelle manière on peut conduire notre pays dans la bonne voie. Alors on va continuer ce tour de table, mais avant cela, on va retrouver une nouvelle fois Alexandre Poussard puisqu'il a pu interroger ces éleveurs, ces producteurs qui ont rencontré Emmanuel Macron ce matin. Écoutez. Oui, je suis avec Céline Druen, directrice de l'exploitation fromagère du lycée agricole de Le Quesnoy. Et Céline, vous avez rencontré le président de la République. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Alors oui, nous avons rencontré le président Macron ce matin à l'issue de son discours inaugural au Salon de l'Agriculture. Et nous avons pu évoquer avec lui plusieurs sujets, notamment celui de la formation des élèves, qui pour nous est un domaine très très important. Et puis aussi la question de l'accès au foncier, qui est primordial pour l'installation de nouvelles générations d'agriculteurs. Vous avez un vrai problème sur l'accès au foncier ? Alors oui, dans le Nord-Pas-de-Calais, la pression foncière est très très importante. Il y a un nombre important de terres agricoles qui disparaissent tous les ans pour installer des zones industrielles, des zones commerciales. Et tout ça, ça empiète sur les zones de production agricole. Et ça devient un vrai problème puisque du coup, des agriculteurs qui veulent soit agrandir leur exploitation, soit des jeunes qui voudraient s'installer, qui ne sont pas d'origine agricole de leur famille, ont du mal à trouver du foncier pour s'installer et développer de nouvelles productions. Et vous-même, vous avez voulu vous installer et vous n'avez pas pu ? Oui, j'avais un projet d'installation et voilà, mes parents ne sont pas agriculteurs et c'est très très compliqué de trouver du foncier ou alors à des prix qui sont difficilement rentabilisables sur une carrière de production. Est-ce que le président de la République vous a apporté des réponses ? Alors dans son discours inaugural, il a parlé d'une loi foncier qui, on l'espère, alors on n'en connaît pas encore les tenants et les aboutissants, mais il a parlé d'arrêter justement ce grignotage des terres agricoles au profit d'autres activités. Et donc il a manifesté une intention forte d'arrêter ce grignotage, de conserver des terres de production agricole. Et voilà, on attend impatiemment le contenu de cette loi pour voir quels effets ça pourra porter sur l'accès au foncier pour les agriculteurs. Alors vous êtes dans la filière laitière. Est-ce que sa première grande loi agricole, la loi Egalim, est-ce qu'elle vous a profité ? Alors nous on n'est pas directement concernés puisque au lycée agricole de Le Quesnoy, donc on a nos vaches et on transforme une bonne partie de notre production directement au lycée qu'on vend en direct. Vous avez les fromages là derrière et les élèves qui transforment. Donc ce sont nous qui fixons nos prix de vente en fonction de notre production et donc on n'est pas tellement touché par les prix. Voilà, donc on arrive à vivre de notre production. Vous passez en direct et comme ça vous ne dépendez pas des distributeurs ? Non, très peu. Voilà. Globalement, alors Emmanuel Macron a fait un discours sur l'Europe agricole forte. Est-ce que pour vous c'est important, les aides de l'Europe ? Oui, les aides sont extrêmement importantes pour orienter les productions. Il a aussi parlé d'un plan protéines qui pourra nous permettre de nous passer des importations de soja d'Amérique. Et donc ça, c'est très très important d'avoir une Europe forte et unifiée à ce niveau-là. Globalement, vous êtes plutôt confiante dans la politique agricole d'Emmanuel Macron ? Alors oui, les annonces qui ont été faites ce matin semblent assez prometteuses. Après, on verra comment ça se traduit en actes et en loi. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Laurent Pinatel, on voit ces aides européennes, elles sont essentielles, indispensables. La Commission envisage pourtant de diminuer le budget alloué à la PAC. Vous lui faites confiance, vous, Emmanuel Macron, pour défendre la France ? C'est compliqué de lui faire confiance. Emmanuel Macron nous a tellement promis et tellement peu donné que c'est un peu compliqué. Après, aujourd'hui, c'est vrai que sur l'Europe, il a dit des choses très claires. Nous, on a Phil Hogan qui est passé sur le stand de la Confédération paysanne tout à l'heure. On a pu s'entretenir avec lui sur tout un tas de dossiers. C'est le commissaire européen, Phil Hogan. Commissaire européen à l'agriculture. On lui a fait part de nos interrogations sur le budget. On lui a réclamé une PAC forte et ambitieuse. Nous, on estime que quel que soit le budget dévolu à la PAC, même si on estime qu'il devrait être très fort, il faut absolument accompagner cette PAC d'un supplémentaire. Bernard l'a dit tout à l'heure, le volet alimentaire de la politique agricole, parce qu'on doit produire non plus pour des marchés internationaux, mais vraiment produire pour les attentes des citoyens, des citoyennes et l'espace économique européen. Sur Emmanuel Macron, il a quand même dit ce matin qu'il fallait, il a parlé des distorsions de concurrence, il a parlé de la Chine, l'extrait que vous avez projeté tout à l'heure était là. C'est quand même assez curieux quand même dans un espace économique européen qui est d'une violence extrême entre les pays du Sud qui exploitent la main-d'œuvre de façon complètement éhontée et d'autres pays, notamment l'Allemagne, où le SMIC est quand même loin d'être au niveau de la France. Donc là, il y a une vraie distorsion de concurrence. Il faut faire une Europe sociale si on veut faire une Europe agricole. Et ensuite, quand même, dernier point, c'est facile de montrer du doigt les autres qui produisent sous des critères différents des nôtres, mais il faut arrêter à ce moment de négocier les accords de libre-échange avec le Canada, avec le Mercosur, avec le Japon. Enfin, c'est facile de dire. Moi, j'ai eu l'impression que ce matin, c'était faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Et c'est assez agaçant quand même. Ouais. Et pourtant, je rappelle ces chiffres, la ferme France a conforté
conforté son statut de leader européen en 2018 avec une production estimée à 73 milliards d'euros. La France, justement, elle est forte en Europe en matière agricole, Luc Messart. La France est forte, c'est le premier pays producteur aujourd'hui. Mais par contre, on est en train de se faire tailler des croupières, c'est qu'à de le dire, par des pays européens qui, sur le plan mondial, sont en train de nous devancer sur la partie exportation. Quand on a la richesse qu'on peut avoir sur l'agriculture française avec ses hommes, ses femmes, ses filières, aujourd'hui, on devrait être heureux, on devrait être fier de pouvoir exporter du blé, de pouvoir exporter de la viande, de pouvoir exporter du vin partout dans le monde. On aimerait entendre notre président de la République davantage montrer cette excellence française. Il ne le fait pas selon vous, pas assez? Il ne le fait pas assez, ça c'est clair. Sur l'Europe, il faut insister sur une politique agricole commune. Ça c'est indispensable. Et aujourd'hui, il y a trop de défiance parce que justement, on a besoin justement que ça se traduise dans les faits. Alors, on parle aujourd'hui de transition, de répondre aux attentes de la société, notamment sur la partie environnementale. Là également, il nous faut aussi un accompagnement financier sur la partie justement des investissements qui sont à faire et qu'on ait aussi une reconnaissance de tous les efforts qui ont déjà été accomplis et qu'on arrête en France de vouloir toujours laver plus blanc que blanc et qu'on n'arrête pas, qu'il n'y ait pas d'interdiction sans solution. Aujourd'hui, les agriculteurs sont un peu perdus, des fois sont dans le brouillard. Et je pense que justement, c'est ce qu'on a besoin de ces politiques, c'est qu'ils nous donnent, savoir où est-ce qu'ils veulent nous emmener et qu'on nous emmène et qu'on nous donne le temps. Globalement, en France et en agriculture, on ne récolte qu'une fois par an. Donc on a besoin d'un certain temps, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui les agriculteurs sont engagés et sont engagés dans cette démarche justement d'une agriculture de qualité avec des pratiques qui respectent l'environnement, notamment la biodiversité, et c'est surtout créateur d'emplois. Quand on voit un peu tous ces mouvements, notamment des Gilets jaunes, aujourd'hui il y a aussi une réponse à apporter sur la dynamique d'emploi sur l'ensemble de nos territoires, notamment les territoires ruraux. On va y venir dans cette émission, Luc Messart, on aura le temps d'en parler. Bernard Lannes. Oui, quand j'entends parler du revenu de la terre en France et de la vocation exportatrice, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la FNSEA. La vocation exportatrice, c'est quand on est sur des produits comme on prend les fromages et les vins et les spiritueux, ok. Mais quand on prend les céréales, si vous faites le bilan importation-exportation, il faut arrêter d'importer des protéines à bas prix, c'est-à-dire du soja transgénique en bateau complet, pour exporter du blé à bas prix, parce qu'en fait ça fait chuter nos prix à l'intérieur et on se targue qu'on exporte. Et moi ça ne m'intéresse pas. Le problème c'est qu'en Europe, nous ne sommes même pas autosuffisants et on nous parle de vocation exportatrice. Et quand on va exporter nos blés, notamment sur des pays tiers comme l'Afrique, ce matin le président a dit qu'il va falloir prendre en compte l'Afrique. Mais ce n'est pas en exportant des céréales subventionnées à des prix qui ne correspondent pas à des prix rémunérateurs pour les agriculteurs qu'on va s'en sortir. Donc cette vocation exportatrice de la FNSEA, non. Par contre, récupérer l'autosuffisance alimentaire et ce qu'a dit Emmanuel Macron, faire des contrats courts où le blé finit dans le pain français. Moi, je ne mange pas du blé ukrainien dans mon pain français. Eh bien, on arrête tout ça et on fait du protectionnisme éclairé comme ce que fait Trump. Je rappelle que la Chine fait de la priorité de son autosuffisance alimentaire, en a fait la priorité cette année, et les États-Unis en ont fait aussi la priorité. Donc nous, la France, déjà, continuons à nourrir l'Europe et après on verra. Jérémy de Serres, il faut faire du protectionnisme éclairé. Si Bernard Lannes a du mal à adhérer aux positions de la FNSEA, moi j'ai du mal à adhérer à celle de Trump. Ça c'est sûr. C'est pas une question de protectionnisme ou pas. Il faut savoir quelle agriculture on veut, le nombre d'agriculteurs aussi qu'on souhaite préserver dans cette Europe. Parce que, par exemple, en France, on a perdu plus de 30% des paysans dans ces 10 dernières années, un petit peu dans l'indifférence générale. Donc là, aujourd'hui, il y a eu un discours devant une population de jeunes agriculteurs, effectivement, européens, d'autres qui n'étaient pas agriculteurs, mais où on a quand même ressenti la volonté de défendre une profession et la volonté aussi de remettre les paysans, les hommes et les femmes de cette profession au cœur des questions. Donc après, on peut s'insatisfaire de la politique de tout gouvernement, mais il y a nécessité à ce que nous, agriculteurs, responsables professionnels, on essaye aussi de tirer un peu dans le même sens. C'est sans doute une de nos responsabilités premières pour faire que demain, ce que devront défendre les politiques, ce que devront défendre les sénateurs, les députés, les parlementaires, pour aller contrer tous ceux qui nous mettent des tacles tous les matins, comme les grands distributeurs ou certains transformateurs. Il va falloir être costaud et puissant. Et c'est pas en prenant exemple sur Trump, je pense qu'on y arrivera. Alors après, il faut essayer de, tous ensemble, trouver la bonne direction
et au moins essayer de s'entendre sur les points qui nous paraissent les plus importants, les plus logiques. Moi, je parle de Trump, juste par rapport à Trump. Réponds-moi à chaque fois. Jérémy, il ne faut pas qu'il me fasse dire que je suis un pro-Trump. Oui. Non, mais Trump, il a fait. Les États-Unis sont capables du meilleur. Je n'ai pas besoin de le dire, Bernard, c'est ça le problème. Les États-Unis sont... Non, mais je finis. Les États-Unis sont capables du meilleur comme du pire. Et eux aussi ont choisi l'autosuffisance alimentaire. Mais eux, ils ne parlent pas d'autosuffisance, ils parlent d'armes alimentaires. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je parle. C'est tout. C'est de remettre l'agriculture au centre du débat. Ensuite, Christine Valentin. Laurent Pinatel. Oui, je vais laisser s'écharper. Non, simplement, il y a des trucs qui me heurtent aussi. Enfin, ouais, je vais laisser s'écharper. Non, en fait, je vais rajouter une couche. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites là tous les deux, parce que il faut se satisfaire. On peut pas toujours être insatisfait des politiques. Putain, il y a un paysan qui suscite tous les 2 jours, les gars, quoi. Et nous, on est syndicalistes et on est là et on dit rien. Non, c'est pas satisfaisant. Non, les politiques publiques ne sont pas satisfaisantes. Le désarroi dans les campagnes, il est réel. Moi, j'ai un paysan, un de mes voisins, qui s'est jeté dans l'eau il y a 15 jours, quoi. Au bout d'un moment, on ne peut pas se gaver de discours comme l'a fait Macron ce matin. On va y arriver, on va y arriver. On n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, on change. Et si on change, il va vraiment falloir qu'il change de politique, quoi. Oui. Moi, ça m'énerve un peu, je suis désolé. Christine Valentin. Sur la politique agricole européenne qui doit se mettre en place et qui est en train de se décider, je crois que nous avons besoin de gestes forts, d'actes, vraiment de concret. C'est ce qu'attendent les agriculteurs. Et là, nous avons aussi des besoins d'accompagner les agriculteurs dans leur transition. On le demande régulièrement, c'est-à-dire... quelqu'un qui doit changer de pratique pour justement aller chercher de la valeur ajoutée, pour pouvoir avoir un revenu qui devienne décent. Il y a une phase d'adaptation et là, les agriculteurs doivent être accompagnés. Cette politique agricole doit répondre à ce besoin d'accompagnement, de prise de risque par les agriculteurs à un moment donné dans leur changement. Ouais. On a parlé beaucoup aussi ce matin lors du discours de ce qu'on appelle l'agribashing. C'est un élément de langage peut-être nouveau. Je vous propose d'écouter ce qu'on a dit le président Emmanuel Macron lors de son discours devant 500 jeunes. C'était ce matin. Je sais l'indignation, la souffrance que beaucoup ressentent face à ce qu'on appelle désormais l'agribashing. Mais je veux le dire sur ce sujet à tous et toutes. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus sensible à la maltraitance animale qu'un éleveur. Parce qu'il vit avec ses bêtes. Parce que celui qui se réveille la nuit quand il y a un velage, celui qui se lève avec l'anxiété quand la maladie arrive, c'est l'éleveur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi anxieux pour le changement climatique, le réchauffement, qu'un agriculteur, parce que celui qui en vit les conséquences, chaque semaine, chaque mois, qui tremble devant la sécheresse, qui vit les conséquences de l'inondation, c'est l'agriculteur. Pierre Cuypers, il est réel ce dénigrement systématique des agriculteurs? Malheureusement, oui. Pour tout un tas de raisons d'ailleurs et tout un tas de domaines. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème sur notre planète, on cherche des responsables. Le responsable, bien souvent, sur l'alimentation, c'est l'agriculteur qui, au départ, est mis en cause. Ceci est complètement inacceptable. Je crois qu'on renforce, en disant et en tenant ce type de langage, on renforce le désespoir des agriculteurs et le manque d'engouement pour leur métier. Aujourd'hui, faire pousser une plante, de quelque nature que ce soit, de quelques espèces que ce soit, il y a toujours un risque quelque part. Il y a le risque de la nature, et il y a le risque de l'accident, et il y en a peu, mais ce risque, il existe. Mais pourquoi toujours faire prendre en compte la responsabilité du producteur quand des rillettes qui sont vendues dans les grandes surfaces ont révélé des difficultés? C'est pas forcément celui qui a élevé l'animal au départ et qui en est le responsable. Vous savez, je crois qu'on a une politique agricole. Le président de la République l'a dit ce matin, il voulait moderniser et avoir une nouvelle politique agricole. Moi, je suis, avec l'âge qui est le mien, j'ai vécu un certain nombre de réformes de politique agricole. Le problème, c'est que quand une politique elle est annoncée, elle ne va jamais à son terme. Il y a toujours, à un moment donné, une révision à mi-parcours ou en cours de parcours qui fait que, sous prétexte de modifier un certain nombre de choses, on refait à chaque fois une nouvelle politique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune visibilité pour le producteur sur ses investissements. Pour les filières, de la même manière, quand vous développez aussi un contexte de transformation industrielle, eh bien, je suis désolé, si on n'a pas la durée et la vision dans le temps pour assurer ces investissements, eh bien, on ne peut pas y arriver.
Voilà, donc le malaise des agriculteurs, il est vrai, il est prégnant dans toutes les régions de France. Que ce soit dans le monde de l'élevage, que ce soit dans le monde des céréaliers ou des cultures spécialisées, les problèmes, ils sont bien là. Et on parlait tout à l'heure, mais on va peut-être revenir dessus, sur les taxes et les droits à l'importation, etc. Notre compétitivité est menacée par le libéralisme à l'excès de notre pays par rapport à l'importation de certaines matières premières qui font que nous ne sommes pas compétitifs du tout. Et donc, on a des freins à notre développement. Lux Messart, sur cette question de l'agribashing, il faut en finir avec cette caricature. La FNSEA dit que c'est insupportable. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a un malaise économique dans le monde agricole. Il faut absolument vivre davantage du prix de nos produits. Et les états généraux de l'alimentation, on doit sortir de ces 40 ans où les agriculteurs ont servi de variable d'ajustement face à la grande distribution. C'était intolérable, il faut en sortir. Après, il faut retrouver, oui, du sens, de la fierté. Et c'est clair que ceux qui entretiennent le c'était mieux avant n'y participent pas. Ceux qui, des fois par des extrémistes, par des militantismes, sont contre les messages anti-viande, ceux qui sont aujourd'hui à se dire que les agriculteurs sont des pollueurs, non. Aujourd'hui, il est grand temps de réconcilier justement, et les sondages le montrent, c'est que les Français aiment leurs agriculteurs. Je pense que nous, on a besoin d'expliquer tout simplement comment on travaille, comment on a pu évoluer ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, par nos pratiques. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra réconcilier, retrouver ce lien fort, charnel entre agriculteurs. Et c'est ce qu'on voit ici au salon, et c'est ce qui montre aussi l'excellence et la passion des hommes et des femmes. Le thème du salon, c'est des hommes et des femmes cultivant leur talent. Et je pense que c'est exactement ça. C'est ça aussi qui amènera demain des jeunes à adhérer justement à venir demain agriculteurs, mais aussi tous les métiers, plus de centaines de métiers qui aujourd'hui ouvrent leurs bras à des métiers qui sont passionnants, des métiers qui sont d'avenir, et c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Jérémy Desserre. Sur beaucoup de sujets, on s'écharpe facilement les uns les autres, comme disait Laurent. Sur le sujet de l'agribashing, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y en a un peu assez. Et je pense que, voilà, il y a beaucoup d'associations qui nuisent aujourd'hui au monde paysan et à qui, malheureusement, on laisse trop de place. Donc nous, sans état d'âme, nous souhaitons dénoncer ce dénigrement, dénoncer le faire aussi porter en justice pour que voilà, ces associations-là soient aussi sanctionnées pour les méfaits qu'elles envoient sur l'agriculture et pour le recul aussi qu'elles font prendre des fois à l'agriculture. Dans ce pays, je l'ai dit tout à l'heure, Bernard pourra en témoigner, c'est pas l'association Brigitte Bardot qui va relever le pays. Par contre, les agriculteurs peuvent facilement contribuer à justement jouer aussi leur rôle pour ramener le pays un peu au-dessus du niveau qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, ne laissons plus l'ensemble de ces associations cogner à boulet rouge sur les agriculteurs. Et ça, je pense qu'on peut s'associer assez fièrement pour combattre tout ça. Ouais, Laurent Pinatel, est-ce qu'il y a quand même une part de responsabilité des agriculteurs justement dans cette situation d'agribashing? Moi, je pense qu'il y a certains excès de certaines pratiques agricoles, je pense des fermes-usines notamment, qui ont prêté le flanc à l'agribashing. C'est-à-dire quand on fait l'usine des 1000 vaches, on prête le flanc à l'agribashing et on ouvre des brèches dans lesquelles s'engouffrent les extrémistes qui font de l'agribashing. Moi, je le regrette, j'ai déjà dit plusieurs fois, si on avait tous été ensemble devant l'usine des 1000 vaches en disant ça, c'est une verrue qu'on ne veut pas voir dans le paysage agricole, on aurait arrêté de prêter le flanc. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jérémy. On est effectivement unis face à l'agribashing. On a signé plusieurs tribunes ou plusieurs communiqués de presse communs, dont un l'année passée ici même au salon, contre les extrémistes de la cause végane. Je pense que ça, c'est un premier acte. Il faut dénoncer les excès. Après, il faut communiquer aussi de façon positive. Nous, on a fait le choix, on a fait le pari à la Confédération paysanne de laisser la parole à des paysans, à des paysannes qui, dans un recueil qui s'appelle Parole paysanne, relation entre l'homme et l'animal, c'est des témoignages de gens qui expliquent pourquoi ils sont éleveurs, pourquoi ils sont éleveuses, et qui, simplement, de façon simple, avec des mots qui sont les leurs, recrée le lien entre l'homme et l'animal. Parce qu'il faut que les gens s'imaginent bien que de toute façon, on n'est pas des dangereux assassins fascinés par la mort. On n'élève pas des animaux parce qu'on a le plaisir de les tuer à la fin. On élève des animaux parce qu'on les aime, parce qu'on aime travailler avec le vivant. Et in fine, à la fin, pour les manger, comme on ne peut pas les manger vivants, il va bien falloir les tuer. Et il faut réapprendre ce lien et ce recueil, ce livre que sort la Confédération paysanne. Et dans ce sens-là, va dans ce sens-là.
Laurent Pinatel. On va continuer, mais on va retrouver Alexandre Poussard. Vous savez, il est dans le hall où Emmanuel Macron a rencontré de nombreux éleveurs. Il est avec Yves Chassani, c'est le président de l'association pour la sélection de la race Aubrac. C'est à vous, Alexandre. Oui, Yves Chassani, vous avez rencontré ce matin le président de la République. Comment s'est passé votre échange? Mais je crois que c'est toujours avec plaisir de voir l'écoute que le président a pour les éleveurs. On le sait attentif à nos messages. On a abordé effectivement le sujet qui nous intéresse le plus, c'est la richesse de nos terroirs en France. Il semblerait que la France ait quelques avantages sur d'autres pays par rapport à ça. Et on a une prise de conscience réelle. On sent un président à l'écoute effectivement des éleveurs et des producteurs. Et vous avez parlé aussi de sa loi agriculture-alimentation. Elle met du temps à porter ses fruits. Effectivement, on a échangé quelque peu à ce sujet-là. Les EGA donc mettent du temps. Les États généraux de l'alimentation. Les États généraux de l'alimentation donc ont mobilisé les acteurs pendant quelques mois. Et aujourd'hui, les éleveurs attendent de voir des signaux sur la rémunération des produits. Et en l'occurrence, sur la viande, le compte n'y est pas. On n'a pas encore une rémunération à sa juste valeur. Vous avez parlé aussi de l'Europe et de la nouvelle politique agricole commune qui va être moins ambitieuse avec une restriction budgétaire. Alors effectivement, comment faire mieux auprès des éleveurs avec moins de moyens, puisqu'a priori la restriction budgétaire est là. Et pour autant, nous devons transformer cet essai, profiter de la nouvelle PAC pour créer de véritables leviers, inciter, et notamment des actions directes vers les jeunes agriculteurs pour les amener vers un projet de société. Les éleveurs de viande bovine ont un problème, notamment face à l'importation de viande d'Europe de l'Est. Finalement, est-ce que l'Europe est assez forte pour réguler la concurrence? Alors depuis très longtemps, nous sommes accablés à chaque fois qu'il y a des importations massives de viande. Pourquoi faire venir des produits d'Amérique du Sud? Pourquoi faire venir des produits de l'Est? Face à l'excellence des productions françaises, les éleveurs ne comprennent pas. Donc finalement, est-ce que vous croyez à l'Europe forte que défend Emmanuel Macron? L'Europe, elle est forte à condition qu'on s'en donne les moyens. Il faut largement échanger et rebattre nos cartes et nos priorités. Est-ce que vous avez été satisfait par les réponses qu'il vous a apportées? Des réponses, il y en a, mais vous comprenez bien que sur un petit temps d'écoute comme cela, ce n'est pas suffisant. On a invité le président à venir chez nous, sur les territoires, pour discuter des choses sur le terrain et prendre en compte toutes ces considérations. Et autre thème et autre problème que vous avez abordé, le fossé qui se creuse entre la ruralité et le monde urbain. Quelle est la solution? Alors je crois qu'effectivement, vous avez bien parlé, c'est un fossé. Il va falloir qu'on soit ambitieux à ce sujet-là et que les responsables, les élus qui sont les nôtres, les éleveurs se prennent en main pour imaginer des nouvelles complémentarités entre les villes et les campagnes. Nous avons des solutions à proposer sur l'Aubrac, nous avons des choses qui nous font dire qu'il est possible d'agir ensemble vers des meilleures complémentarités. Très bien. Merci beaucoup Yves Chassani d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Christine Valentin, on parlait de l'agribashing. Il y a quand même parfois une incompréhension du public vis-à-vis des pratiques agricoles sur l'utilisation des produits phytosanitaires ou du bien-être animal. Est-ce que là aussi il faut faire un travail de pédagogie, expliquer les nouvelles pratiques? Je crois que les agriculteurs ont largement montré leur possibilité et leur qualité à s'adapter justement et à évoluer. Nous avons des agriculteurs qui depuis des années font des progrès. Aujourd'hui, oui, il faut le montrer, mais il faut aussi être cru quand on parle. Et je crois que cet agribashing fait en sorte qu'on doute de la parole de l'agriculteur. Donc nous avons tous nos responsabilités pour justement mieux communiquer, mais nous devons aussi faire appel à du public et des gens qui sont accostés dans ce salon, qui viennent justement voir ce qui se passe, doivent aussi être les porte-parole à chaque fois qu'ils le peuvent vers d'autres populations pour justement expliquer ce que l'agriculture aujourd'hui propose, qu'elle n'est pas justement victime, qu'elle est bien victime de l'agribashing et qu'elle n'est pas porteuse justement de souffrance animale ou d'utilisation à outrance de produits phytosanitaires et qu'elle s'est mise à niveau. Je crois que là-dessus nous avons un public à conquérir et d'une fois qu'il est conquis, il faut vraiment qu'ils diffusent ce message-là auprès de leurs collègues. Nous avons vu aussi Yves Chassani qui parlait des territoires. Et je crois que en effet, les territoires ont beaucoup à montrer, ont beaucoup à faire pour recevoir des populations qui sont dubitatives sur le rôle de l'agriculture ou sur les méthodes que l'agriculteur utilise sur son exploitation, les enfants, l'éducation, mais aussi les parents, les recevoir en vacances. Ça fait partie de nos rôles à tous, agriculteurs, ouvrir nos portes
inviter ces consommateurs à venir chez nous. Les territoires sont ouverts justement et sont des beaux lieux de vacances pour justement permettre pendant les vacances d'avoir des visites de ferme. C'est des moments que nous avons privilégiés il y a quelques années, que nous devons remettre ou revisiter même dans la méthode, puisqu'il faut être plus attractif. Et c'est pas parce qu'on voit un panneau tout à coup visite de ferme qu'il faut y aller. Il faut vraiment savoir inviter quand le consommateur prépare ses vacances. Il faut être là pour lui indiquer comment justement faire un programme qui le rapproche de l'agriculture, qui le rapproche des territoires. Bernard Lannes, sur cette question justement de l'agribashing et de l'utilisation des produits phytosanitaires, on sait qu'il y a eu pas mal aussi d'hésitation de la part du gouvernement. Du coup, les agriculteurs en payent les frais aujourd'hui? Alors, on en a reparlé, Emmanuel Macron en a parlé dans son discours, mais on en a reparlé tout à l'heure à huis clos. L'agribashing, moi j'y reviens pas dessus, c'est très simple. De toute façon, il y a des lois coercitives maintenant contre boucherie, abolition et ainsi de suite. Nous, avec la coordination depuis longtemps, on a demandé, notamment au Sénat, avec la milvitude, d'aller derrière ces associations extrémistes parce qu'il y a des dérives sectaires et que de toute façon, il faut lutter frontalement avec ces gens-là. J'estime qu'on est en démocratie, que quelqu'un veuille arrêter de manger et choisir ce qu'il mange, il n'y a pas de problème, parce qu'il a du choix entre le flexitarien et tout ce qu'il veut derrière. Mais nous, de l'autre côté, dans une démocratie, si on estime que l'on est, moi je suis omnivore à tendance carnivore, et de toute façon je l'assume et je veux pouvoir l'assumer sans avoir des gens qui viennent me le reprocher. Par contre, pour les produits phytosanitaires dont vous parlez, Emmanuel Macron en a reparlé. Et là, c'est le politique avec un grand P. Il a dit qu'il allait renforcer au niveau européen la recherche et la validation au niveau de la recherche au niveau européen et au niveau français. Pourquoi les gens ont peur? Parce que d'un côté, il y a des vendeurs de peur, de l'autre côté, il y a des produits qui sont légaux ou illégaux. Et le problème du politique, et notamment pour le glyphosate ou d'autres produits phytosanitaires, c'est de dire c'est bon ou c'est mauvais. Moi, je reviens au glyphosate. Nous, avec la coordination, le printemps dernier, on est allé dans les ports, et pendant qu'on parlait d'enlever ce totem qu'est le glyphosate, nous on disait, écoutez, il rentre dans les ports du soja transgénique traité avec du glyphosate. Si vous voulez arrêter le glyphosate demain matin, vous laissez les bateaux dehors et vous arrêtez tout. Et vous mettez un vrai plan protéines. Vous voyez bien que ça, on ne claque pas du doigt pour le faire. Donc on revient sur le politique. Il faut arrêter de taxer l'agriculteur. L'agriculteur, il a des règles, on est encadré, on est tracé, on est suivi de tous les côtés. Et nous, si c'est bon, on nous laisse tranquille. Et si c'est mauvais, eh bien, on nous le retire. Mais qu'on ne vienne pas nous faire porter à nous, agriculteurs, la responsabilité de quelque chose qui nous échappe. On le disait bien souvent pour que le grand public le comprenne. Qu'est-ce qui pollue, la pompe ou le produit? Pour nous, c'est le produit. La pompe, nous, on a des règles. Et bien, si jamais c'est le produit, si c'est mauvais, qu'il le retire. Mais pour ça, il parle au président et il parle aux politiques, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et ils le feront. On a un parlementaire justement sur ce plateau, Pierre Cuypers. Il faut un message clair de la part du Parlement, de l'exécutif sur cette question d'interdiction du glyphosate. Oui, non, mais le message, il est clair au niveau du Sénat. Écoutez, je vais quand même vous rappeler tous ici que la France est le plus beau pays du monde, qui possède la plus belle agriculture et la plus diversifiée, avec la qualité et une transparence la plus totale et la plus sécurisée. Nous produisons des produits de toute nature qui sont les plus magnifiques et les plus, pas les compétitifs malheureusement, mais les plus appréciés. La France, c'est 6,9 milliards d'excédent de la balance commerciale pour l'agroalimentaire. Nous étions, il y a quelques années, à 11 milliards. Nous avons certes progressé par rapport à l'année dernière d'1,3 milliard, mais ça veut dire que la France, avec son agriculture et l'agroalimentaire, est une richesse considérable. Le Sénat est conscient de tout ça, le Parlement est complètement conscient, et nous défendons âprement le fait même que certains, dans notre société, s'emploient matin, midi et soir, parce que c'est leur fonds de commerce, à détruire et à dénigrer tout ce qui va bien. Parce que c'est leur façon d'exister. Donc je crois qu'il faut qu'on soit solidaires, tous ici, unanimes, pour faire en sorte que nos valeurs soient reconnues, soient défendues, et que si nous pouvons produire en France, que nous puissions continuer à le faire, sans entendre de la part d'un certain nombre de ministres, pourquoi produire chez nous ce qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Merci Pierre Cuypers. On va continuer ce débat, mais on va prendre un petit peu la direction du sud-ouest et notamment du Pays Basque, puisque Béatrice Fezan s'est rendue à Bayonne, à quelques kilomètres de Bayonne, sur les bords de l'Adour, à la rencontre de ces éleveurs. Ils ne veulent pas être écartés de ce grand débat, cette grande concertation voulue par Emmanuel Macron. Ils ont aussi un cahier de doléances. C'est donc un reportage de Béatrice Fezan. Regardez tout de suite. Au bord de l'Adour, à quelques kilomètres de Bayonne, Claudine accueille dans sa ferme ceux qu'elle appelle les sans-voix,
Face à la souffrance paysanne, elle a décidé de se saisir du grand débat national pour faire remonter la parole des éleveurs de sa région. Nous, notre métier, c'est de produire. C'est tout. C'est tout. Vendre, on ne sait même plus le faire puisqu'on ne le fait pas. Ouais, tu peux pas tout faire. Ouais. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci. Hein. Une fois tout le monde arrivé, la réunion peut commencer. Donc, en tant que citoyenne, j'ai décidé de donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Ok, pour moi, c'est les invisibles. Autour de la table, ce sont principalement des éleveurs de vaches laitières qui se sont déplacés et les échanges sont édifiants. On va imposer des choses sur le bien-être animal, alors qu'il ferait mieux d'imposer des choses sur le bien-être de l'éleveur. Ouais, ça c'est sûr. Mais ça, après, ça, c'est sûr. Parce que les choses, on les fait bien. Toi, pour le moment, je pense. Après qu'on ne vive pas de notre métier, moi, j'ai pas envie de le dire, c'est ma compagne qui me fait vivre. Là, il y a un souci. C'est le seul métier où on ne peut pas imposer notre prix. Voilà. Le coût de revient, c'est tout l'enjeu du problème. Le prix du lait n'est pas fixe et dépend du bon vouloir des cours de la bourse. Actuellement acheté à 366 € la tonne, soit 36,6 centimes le litre de lait, il est vendu par les producteurs à 338 €. Chaque jour, ils travaillent donc à perte, dépensant plus qu'ils ne gagnent. Le malheur, c'est qu'on ne peut pas investir dans les normes, dans l'adaptation des outils de production. Voilà, on se fait tirer l'oreille et lorsqu'on le fait, on supprime le revenu du travail. C'est l'un ou l'autre, c'est jamais les deux. Ils sont unanimes, l'État doit imposer un coût en fonction des producteurs et non des acheteurs. Seule façon pour ces éleveurs de s'en sortir. On peut commencer nos journées à 7 h et la finir à 22 h. Et tout ça pour tous les jours, lundi au dimanche, pour à peu près 800 € par mois. Et j'ai une compagne avec 4 enfants. Mon grand-père, je pense qu'il vivait mieux que moi, quoi. L'autre problème majeur que rencontrent les éleveurs, la retraite agricole. Là aussi, trop basse. Mon mari qui est retraité, il était à 760 € par mois. Je ne sais pas comment on doit faire avec ça. Et là, maintenant, ils ont baissé la CSG, il est à 800 €. Mais pour moi, c'est injuste. C'est même un scandale. Donc, je suis optimiste. Je me dis qu'on peut tirer la sonnette d'alarme et que le gouvernement peut faire quelque chose pour nous. Voilà. Cette réunion, un acte citoyen pour Claudine, qui attend beaucoup de ce grand débat et espère que l'on entende enfin le monde rural, celles et ceux qui nourrissent le monde. Jérémy de Serle, on a entendu des choses assez fortes dans ce reportage. On ne vit pas de notre métier, je n'ai pas honte de le dire. C'est ma femme qui me fait vivre encore cet éleveur qui avoue, il a 4 enfants. Mon grand-père vivait mieux que moi. Que ça vous parle, ces réactions? On a parlé tout à l'heure des états généraux de l'alimentation et du fait que pour l'instant, rien n'était revenu aux agriculteurs. Pas un centime n'est revenu des états généraux. Donc, bien sûr que ces messages-là ont tendance quand même à pas nous rassurer. Et il y a nécessité à ce que les agriculteurs prennent part et jouent un rôle important aussi dans les messages à faire passer dans le grand débat national. Toutes ces questions autour de la ruralité, de la dynamique des territoires, de l'attractivité des territoires ruraux. J'ai parlé tout à l'heure d'installation de jeunes. Les jeunes ne vont pas, même si le métier d'agriculteur redevient attractif. Sur cette question de l'installation, il y a une loi qui va favoriser l'accès au foncier. Ça, c'est une autre annonce d'Emmanuel Macron ce matin. Mais je pense que ça doit aussi faire partie des sujets abordés dans le débat national. Alors pas forcément tranchés, mais ça doit faire partie des sujets abordés. Et nous n'arriverons pas à relever le défi du renouvellement des générations si la ruralité n'est pas dynamique. Un jeune homme ou une jeune femme ne va pas s'installer si son compagnon ne trouve pas de travail à côté ou ne peut pas vivre de l'exploitation. Donc voilà, il y a un lien dans tout ça et il y a nécessité à ce que l'agriculture propose et montre tout ce qu'elle peut apporter en matière, ça a été dit tout à l'heure, sociétale, en matière d'emploi, en matière d'environnement. Donc on a toute notre place là-dedans et ces messages-là doivent être aussi entendus. Bernard Lannes. Oui, quand on entend cet agriculteur, ce jeune agriculteur dire c'était mieux avant et mon grand-père vivait mieux que moi, il y a oui et non. Oui, c'était mieux avant parce que de toute façon, nous avons aujourd'hui les prix d'il y a 30 ans et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Non, c'était pas mieux avant parce qu'au niveau pénibilité, on est passé à autre chose. Il nous manque tout simplement les prix rémunérateurs, c'est-à-dire qu'avant, on était après-guerre et de toute façon, il fallait nourrir la France et on a payé l'alimentation à son vrai prix.
Aujourd'hui, on fait croire qu'il y a trop de tout partout et qu'on ne veut pas payer notre matière alimentaire au vrai prix. C'est tout. Donc, ce jeune agriculteur qui déprime, quand il dit qu'il travaille 365 jours par an en élevage, c'est vrai, mais il n'y a aucune catégorie sociale qui accepterait ce qu'on accepte nous. C'est-à-dire qu'on nous laisse avec des prix en dessous des coûts de production. Quand on parle d'énergie, quand on parle de tout ce qui nous tourne autour, il y a des coûts de production et on paye, mettons, l'électricité au vrai prix. Mais l'alimentation, c'est aussi important que l'électricité. Quand on voit cette souffrance, Luc Smessard, du monde agricole, il aurait toute sa place, le monde agricole, dans le mouvement des Gilets jaunes, dont la principale revendication, je le rappelle, c'est au départ les questions de pouvoir d'achat. Or, les agriculteurs sont très peu présents. Pourquoi, selon vous? Alors, aujourd'hui, les agriculteurs, comme tout citoyen, vont prendre part au grand débat. Nous, en tant que syndicat, on va aussi apporter nos contributions. Déjà, il est important aujourd'hui, je pense que l'État et le gouvernement fassent davantage confiance au corps intermédiaire, aux syndicats. La profession agricole l'a montré encore récemment par les votes aux élections Chambre d'agriculture, son attachement et le fait justement de s'exprimer. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'entendre justement ce malaise qu'il peut y avoir de la France des territoires, la France des territoires ruraux. C'est moi ce que j'appelle la fracture rurale. C'est un ensemble de choses. C'est le problème de la mobilité, le problème de l'accès au numérique. Est-ce que c'est encore normal que dans nos campagnes, on ne puisse pas téléphoner alors que quand on va sur une piste de ski, partout où on est, ça passe. Donc à un moment donné, c'est une histoire de volonté. Après, il y a tout le débat aussi sur la vitalité en termes de désert au niveau des médecins, donc tout ce qui est au niveau de la santé, mais aussi la même chose, on a la même chose sur les déserts des vétérinaires aujourd'hui qui veulent s'occuper des chats et des chiens, mais qui veulent plus faire de la rurale, c'est-à-dire de s'occuper de nos animaux. Donc, quand aujourd'hui on a plus d'une heure d'attente pour avoir un vétérinaire, on se pose la question de maintenir ou pas l'élevage. Donc c'est toutes ces petites choses-là au quotidien. Il faut répondre à ces attentes. C'est derrière aussi l'accès à la culture. Il n'y a pas de raison que dans nos campagnes, on ne puisse pas avoir accès justement de pouvoir aller au cinéma. Et le décalage qu'on entend, et ce jeune le témoigne réellement, c'est qu'aujourd'hui, le temps passé, c'est des gens qui sont passionnés, qui ne comptent pas leurs heures, mais la rémunération, quand elle est à 2, 3, 4 euros du SMIC, c'est pas entendable. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les états généraux de l'alimentation, il faut prendre en compte les coûts de production, mais ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que ça se constate, et on le prend en compte, et après, simplement, on l'ajoute. Et c'est comme ça que je pense, demain, on va trouver des Français qui seront prêts à payer plus. C'est justement, ils ont la garantie et la transparence que ça revient aux producteurs. Laurent Pinatel, le syndicalisme agricole aussi, il a permis justement de canaliser ce mouvement des Gilets jaunes qui n'est pas très présent chez les agriculteurs, selon vous? Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a quand même commencé par dire on ne veut pas de syndicats. Donc ça, c'est quand même la première chose. Donc ça a été compliqué pour nous de se positionner par rapport à ça. Après, les revendications et le constat qu'ont fait les Gilets jaunes sur le mépris du président de la République par rapport à certaines attentes et sur la ruralité, mais ils viennent de le dire tous les deux, Luc et Jérémy, on peut que le partager. Il y a un vrai problème dans ce pays, et notamment accentué par la réforme territoriale qui avait été menée par le gouvernement Hollande, où on met les mégapoles, les métropoles au centre de tout. Et on a l'impression, nous, les territoires ruraux, qu'on n'est rien. Enfin, moi, quand je vois dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, où on envoie au conseil régional 28 élus de la métropole lyonnaise et 4 élus pour le département du Cantal, c'est un mépris total des territoires ruraux. Les territoires ruraux, il se trouve que pour le moment, c'est essentiellement nous, paysans, paysannes, qui les faisons vivre. Donc il faut vraiment se reposer la question de comment on arrive à remailler le territoire en termes effectivement de services publics, en termes aussi de création d'emplois. La création d'emplois, elle passera forcément par l'agriculture. Et du coup, le mouvement des Gilets jaunes, il pose aussi une question plus importante d'un malaise d'une société qui va mal. Nous, on est persuadés à la Confédération paysanne qu'on ne peut que reconstruire la société sur des socles importants et forts. Le socle le plus important sur lequel on est tous unis, c'est quand même l'agriculture et l'alimentation. Donc il y a vraiment importance à écouter les acteurs du monde rural, les acteurs du monde agricole, c'est-à-dire nous, syndicalistes et syndicalistes agricoles, pour comment on arrive à remettre de l'emploi, comment on arrive à relocaliser aussi les économies, à remettre des outils de proximité. Enfin, il y a énormément d'abattoirs qui ferment, il y a énormément d'initiatives collectives ou individuelles de l'abattage à la ferme, par exemple, qui a été permis par la loi votée par le Parlement, mais aussi l'abattage mobile, les petits abattoirs, enfin tous ces outils économiques de transformation dont on a besoin pour créer de l'emploi dans nos territoires ruraux et accompagner la transition agricole également. Ouais, Christine Valentin, sur ces questions de pouvoir d'achat, elles sont aussi très prégnantes pour les agriculteurs qui ne se retrouvent pas forcément dans ce mouvement des Gilets jaunes. Comment vous l'expliquez? On a
on a des agriculteurs qui sont parfois résignés et qui ont peut-être du mal à sortir ou à s'exprimer devant n'importe quel public d'ailleurs. Ils seront plutôt résignés. Alors le rôle des syndicats, je l'entends bien, a été quand même de justement essayer de les faire s'exprimer et puis de les défendre surtout. Et ça, ils ont reconnu. Je pense que dans le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas au départ, et maintenant nous allons y contribuer, ils ne se sont pas reconnus parce que justement, ils sont plutôt encadrés ou en tout cas accompagnés dans leur travail et dans leur métier au quotidien. Alors bien sûr par le syndicalisme, les chambres d'agriculture et toutes les structures agricoles. C'est quand même une profession qui est particulièrement bien encadrée, qui a des organismes agricoles qui répondent à leur quotidien. Et ils ne se sont pas forcément sentis délaissés ou oubliés comme l'étaient les Gilets jaunes, en tout cas au début de leur manifestation. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui se sont exprimés dernièrement, une personne l'a dit, pour les élections aux chambres d'agriculture. Nous avons quand même à ce niveau-là un taux de participation bien au-delà de toute organisation professionnelle et de toute élection professionnelle. Je crois qu'il faut quand même savoir reconnaître que les agriculteurs se sont exprimés aussi à ce moment-là, ont envie encore de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, mais ils ont des occasions de le faire et ils le font régulièrement. Donc ce n'est pas forcément à travers un mouvement qui s'est levé qu'ils se sont sentis plus concernés à ce moment-là qu'à un autre. Avant de poursuivre ce débat, on retrouve Tam Tran Nui. Vous êtes aux côtés de Patrick. Il vient justement d'interpeller le président Emmanuel Macron. Que lui a-t-il dit? Oui, je suis avec Patrick Morin qui s'est entretenu pendant une demi-heure avec Emmanuel Macron car eh bien, cela fait déjà un certain temps que vous avez entamé une marche sur la question du suicide des agriculteurs. Déjà, comment s'est passé votre entretien avec le président de la République? Que lui avez-vous dit? Je pourrais vous dire que ça s'est très très bien passé. Alors je lui ai remis un cahier de doléances que j'avais fait remplir par tous les agriculteurs le long de mes périples. Et je lui ai fait constater naturellement le mal profond, le mal-être de nos agriculteurs. Vous avez senti le président à l'écoute là-dessus? Je l'ai senti très à l'écoute, je l'ai senti même très émotionnel par moment, parce que il y a des choses très profondes qui étaient écrites. Alors je ne pourrais pas en parler, c'est assez personnel quoi, de toutes les lettres que j'ai pu lui remettre, mais il a été très très touché. Et il m'a dit, Monsieur Morin, je vais faire quelque chose. C'est vraiment inadmissible déjà qu'un agriculteur ne puisse pas vivre de son travail. Et après, à côté de ça, je lui ai demandé aussi, une fois que l'agriculteur s'est suicidé, il reste une famille par derrière, il reste une veuve ou un veuf, il reste des enfants éventuellement. Il faut faire quelque chose. Je lui ai proposé de pouvoir approfondir un texte de loi avec un député et il m'a dit tout à fait, je vais mettre ça en place aussi de façon à ce que on regarde, on puisse approfondir le sujet, mais on va faire ce qu'il faut et je vous réinviterai au moment opportun. Oui, effectivement, hein, vous avez entamé une marche où vous dormez chez des agriculteurs pour comprendre un petit peu bien quelles sont les raisons de leur détresse. Après toutes ces rencontres, quel est, vous, votre diagnostic? C'est essentiellement le niveau de rémunération, de pauvreté. On sait que c'est un sujet sur lequel l'exécutif a tenté déjà d'intervenir avec le projet de loi Egalim. Voilà, déjà ce projet de loi, il faut attendre les répercussions et on ne peut pas juger, ça fait juste que depuis le 1er février qu'il est en place. C'est un petit pas, vraiment un petit pas. Il faut approfondir tout ça parce que l'agriculteur, il y a un SOS qui est réellement lancé, que j'ai pu donc interpeller le président là-dessus, de façon comprendre à considération le paysan. Il faut qu'il puisse vivre de son travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une majorité, mais il y a 30-40% à peu près d'agriculteurs qui vivent avec 350-400 euros par mois pour des horaires, une amplitude d'horaires, un double, un triple que d'un employé. Ils arrivent à faire 70-75 heures par semaine de travail s'ils ont du bétail ou autre. Merci beaucoup Patrick Morin d'être venu à mon micro pour nous parler de cette intervention que vous avez eue auprès d'Emmanuel Macron sur la question du suicide des agriculteurs. Merci à vous.
Merci beaucoup Tam. On continue ce débat avec Christiane Lambert qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes présidente de la FNSEA. Vous avez justement délaissé le président de la République pour venir sur ce plateau. On vient d'entendre cet élu qui est parti du Lot-et-Garonne, qui a fait un peu une marche à travers justement toute la France pour sensibiliser aux difficultés, aux problématiques du monde agricole et à cette question des suicides. Vous saluez son action ? Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui pour faire connaître le malheur ou le doute qui existe chez les agriculteurs. Qu'est-ce qu'attendent les agriculteurs? Pourquoi vont-ils mal? Ce qu'ils attendent, c'est du revenu, des reconnaissances et des perspectives. Du revenu, nous avons travaillé pour que la loi alimentation ait des résultats concrets. Il y en a pour l'instant dans le lait, mais que dans le secteur laitier. C'est très timide, voire c'est négatif sur les autres secteurs de production. De la reconnaissance, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de questions sont posées en direction de l'agriculture et beaucoup parlent de nos défauts. Donc parlons-nous de nos qualités et de tout ce qu'on fait bien. Nous avons en France une alimentation saine, sécurisée et diversifiée. Elle est saluée partout dans le monde. À nous aussi de la promouvoir, mais ce salon va nous le permettre. Et puis des perspectives, parce que c'est vrai qu'il y a des grands chantiers. Les États généraux, bien sûr, la fiscalité agricole, la politique agricole commune, et nous en avons beaucoup parlé avec le président de la République. C'est tout ceci qui redonne le moral aux agriculteurs. Sur cette question, cette dimension européenne, comment avez-vous perçu son discours ce matin, Christiane Lambert? Unanimement, les personnes qui étaient autour de la table ont salué d'abord la pertinence de ce discours en ce moment, à quelques semaines des élections européennes, devant un parterre de jeunes étudiants en formation agricole, qui peut-être moins que nous, notre génération, perçoivent l'importance de la sécurité alimentaire et d'une production agricole en Europe. Alors il faut aujourd'hui conjuguer la production agricole, la sécurité alimentaire avec la nouvelle donne climatique, et c'est plus compliqué, mais il faut bien mettre à égalité d'enjeux la nécessité de conserver des productions, sécuriser, tracer et la protection de l'environnement. Il a aussi rappelé l'attachement à un budget agricole et à des dispositifs qui vont permettre aux exploitations agricoles d'être plus compétitives et plus résilientes. Après, on peut rentrer dans le détail sur quelques manques. Sur la question de la résilience, j'ai insisté au cours du déjeuner en complément sur la question de l'eau et de l'irrigation. Dans un contexte de changement climatique avec beaucoup plus de sécheresse très grave comme celle de 2018, on ne peut pas gérer l'eau comme on l'a géré avant. On a parlé à l'instant sur ce plateau aussi d'un des thèmes cette année, c'est votre lutte contre l'agribashing, ce dénigrement systématique. Il faut en finir avec les caricatures, c'est le message de la FNSEA? Oui, il y a beaucoup de caricatures de la part d'un certain nombre de militants, mais ils vont continuer à militer, c'est leur vie. À nous de parler de ce qu'on fait bien. Et le fait que le salon de l'agriculture soit intitulé des femmes, des hommes, des talents, montre qu'il y a des personnalités extraordinaires dans notre métier, des réussites. Et c'est notre rôle de syndicat de parler de ce qui ne va pas et d'accompagner ceux qui ne vont pas bien. Mais pour attirer des jeunes et pour attirer des salariés dans nos métiers, il faut aussi parler de ce qui va bien. Quand on voit l'engouement pour ce salon de plus en plus fréquenté, la curiosité des visiteurs, vraiment nous avons beaucoup de chance qu'à 87% les Français nous aiment. Alors à nous, agriculteurs, d'être désirables, attractifs et de faire en sorte qu'on garde cette cote de popularité. Reconnaissez quand même que le président l'a dit aussi, nous avons fait énormément de transformations pour l'agriculture française. L'agriculture française elle ne ressemble pas à ce qu'elle était il y a 30 ans. Nous vivons avec notre temps. Aujourd'hui, nous parlons de RSE, de respect de l'environnement. Nous sommes attachés à la préservation de l'air, l'eau, la terre, la biodiversité. Nous sommes connectés aux réalités d'aujourd'hui et parlons-en davantage. Christine Valentin, vous souhaitiez réagir aussi à ce qu'on a vu de Tranu avec Patrick Morin? Je crois que dans les chambres d'agriculture, nous avons aussi mis en place, par rapport à tout l'agribashing, mais aussi la désespérance des agriculteurs, nous avons mis en place une cellule d'accueil. Et c'est important que les agriculteurs viennent nous retrouver, nous confier leurs problématiques. Nous avons un certain nombre d'organismes agricoles qui sont quand même bien liés et au fait des problèmes. Ensemble, nous essayons d'ailleurs de travailler pour justement améliorer le quotidien de ces agriculteurs et en même temps leur donner des perspectives. J'entendais Christiane Lambert qui parlait justement de perspectives. C'est ce qu'il faut arriver à remettre dans le monde agricole. Nous avons fait des efforts, sachons les faire reconnaître et donnons de l'ambition
aussi bien aux agriculteurs en place, ceux qui n'ont pas de revenus aujourd'hui, faisons en sorte de réfléchir avec eux pour trouver des solutions, pour améliorer leur exploitation et leurs revenus, leur façon de travailler, voir ce qu'il faut changer, améliorer ou changer parfois, parce qu'il y a une espèce de désespérance qu'il faut aussi mettre de côté, et donnons envie aux agriculteurs de rester dans ce métier et aux jeunes d'y venir. Je crois que nous avons besoin dans les territoires, dans nos campagnes, d'hommes et de femmes qui ont de l'ambition, qui croient dans leur métier. Et c'est aussi notre rôle à nous tous autour de la table, organismes agricoles, justement, de savoir répondre au malaise des uns et en même temps les entraîner pour aller retrouver l'ambition des autres et ensemble faisons avancer l'agriculture dans le bon sens. Christine Valentin, vous parlez de cette question de la désespérance agricole. L'acteur Guillaume Canet, il met aussi sa notoriété justement pour alerter sur cette souffrance. Il était au micro d'Alexandre Poussard, je vous propose de l'écouter. Et oui, dans les allées du Salon de l'Agriculture avec l'acteur Guillaume Canet. Guillaume, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu avec Édouard Bergeon, en fait, qui est réalisateur d'un film que j'ai tourné il n'y a pas longtemps. Enfin, on a tourné cet été, l'été dernier et cet hiver. En fait, c'est un film qui s'appelle Au nom de la terre et qui retrace en fait la vie de son papa. Et c'est un sujet très très fort, moi qui m'a bouleversé, au-delà du fait que j'ai grandi à la campagne parmi les chevaux avec un père qui a fait de l'élevage et avec des agriculteurs. Mais j'ai découvert une triste réalité qui est fait qu'aujourd'hui, un jour sur deux, il y a un agriculteur qui se suicide en France. Et c'est un chiffre totalement insupportable, impossible, et que j'ai décidé de me mobiliser, de m'engager. Et le film sortira plus tard, mais que là, pour l'instant, moi, j'ai envie, au-delà du film, faire quelque chose. Donc je suis allé à la rencontre il n'y a pas longtemps d'une association qui s'appelle Solidarité Paysans, et qui est une association en fait avec des bénévoles, avec des agriculteurs à la retraite qui vont dans les campagnes vers des agriculteurs en détresse et les aider juridiquement, administrativement, psychologiquement à sortir la tête de l'eau et à se redresser. Et je trouve que c'est plus qu'important aujourd'hui parce qu'on défend plein de causes aujourd'hui, mais qu'on parle de gens qui nous nourrissent et qui sont plus qu'en difficulté et que voilà, c'est de la non-assistance à personne en danger, clairement, et que moi j'ai envie de... Voilà, il y a des gens qui disent et des gens qui font, et moi j'ai envie de faire, donc voilà, je la soutiens, cette association, dans tous les sens du terme, et j'encourage tout le monde, si vous voulez aller sur le site qui est solidaritépaysans.org, à soit faire un don, soit vous renseigner simplement, et que tous les paysans aussi, tous les agriculteurs en France sachent aussi que cette association existe, et que s'ils sont dans la détresse, qu'ils peuvent appeler cette association, qui leur viendra en aide. Est-ce que vous croyez à l'action des politiques pour venir en aide aux paysans Est-ce que vous croyez en l'action des politiques pour venir en aide aux paysans et faire monter les prix? Ça fait très longtemps qu'on attend l'action des politiques. Donc oui, j'y crois parce qu'il faut être positif, il faut y croire, il faut espérer que effectivement les politiques prennent conscience aussi que c'est une dure réalité et que un jour sur deux, quelqu'un qui se suicide, c'est pas logique. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'Europe aussi, les aides peuvent permettre de soutenir l'activité des paysans? Édouard? Non, les agriculteurs, ils ne souhaitent pas avoir des aides compensatoires, ils souhaitent vivre de leur métier et qu'on leur paie les produits. Et c'est pas normal aujourd'hui qu'on signe avec les accords du CETA 600 000 tonnes de viande qui vont venir d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, la France est en train d'importer de plus en plus de denrées alimentaires, alors qu'on a des paysans qui savent produire et produire propre. Ils demandent juste à vivre de leur métier. Et on a un tiers des paysans qui gagnent moins de 350 € par mois aujourd'hui. Un tiers, vous imaginez, en dessous du seuil de pauvreté. Là, ce qu'on raconte dans le film, c'est ça, quoi. C'est cette agriculture qui souffre et qui meurt, alors que c'est un des plus beaux métiers du monde. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre cause pour soutenir les paysans en détresse. Merci à vous. Je vous en laisse un du coup. Merci. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Pierre Cuypers, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre? Écoutez, moi je voudrais rappeler que les ronds-points avec les gilets jaunes du 17 novembre 2018 n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour autant, ils expriment totalement la désespérance des gens et les difficultés. Il y a dans notre pays une rupture terrible entre la ruralité et le monde urbain. Et moi, je constate une chose, c'est qu'il y a une centralisation des pouvoirs énorme qui fait que quand on décide tout d'en haut, eh bien, sans tenir compte de la réalité du terrain, il arrive les catastrophes qui sont celles d'aujourd'hui. Le chef de l'État a fait des erreurs, mais je ne suis pas là pour faire de la politique, en ignorant justement le terrain et en n'allant pas voir les maires ruraux. Il essaie un peu de les corriger avec le grand débat, Pierre Cuypers. Mais c'est le grand débat. Alors aujourd'hui, il s'en rapproche parce qu'il s'aperçoit que
nos collectivités, la vie de notre pays, ce sont nos valeurs républicaines. Eh bien, c'est l'arborescence, c'est la structure même de notre pays, c'est notre histoire. Et ça, il faut être capable de le garder. Sur la loi Egalim, je voudrais dire pour le malaise des agriculteurs. Nous, au Sénat, nous n'avons pas voté la loi Egalim. Nous avons fait beaucoup d'amendements. On a travaillé des heures et des heures. Le gouvernement n'a pas retenu ce que nous proposions. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous proposions dans la proposition de loi le fait que le producteur soit au centre de cette loi. Or, le producteur n'y est plus. Il est complètement écarté. Et c'est pour ça que nous ne l'avons pas fait. Et nous devons continuer à travailler. Le projet était bon au départ, mais la résolution n'est pas bonne. Bernard Lannes. À l'ère du numérique, à l'ère de l'agriculture qui va avec le big data, le problème c'est qu'il y a aussi une fracture chez les agriculteurs. Et quand j'entends que oui, il y a du monde autour, il y a tout ça, mais des fois on a la misère à côté de chez nous et on ne le sait pas. Et quand finalement on s'en occupe parce que l'agriculteur a une dignité et s'enferme sur lui, quand il va tirer cette misère qui va le faire disparaître du paysage, eh bien oui, il y en a au moins deux par jour qui se suicident parce qu'on ne parle pas des accidents déguisés, parce qu'il faut dire la vérité, c'est que celui qui se pend ou qui se tire un coup de fusil, là on ne peut pas discuter, mais celui qui va dans un arbre ou qui derrière après se supprime par un autre moyen, je vous rappelle que la gendarmerie les classe autrement parce que sinon la veuve, elle n'a même pas l'assurance décès invalidité qui marque. Voilà la triste réalité de notre monde. Alors de toute façon, on a beau chercher des coupables, le problème c'est que dans cette fracture, il y a oui ceux qui seront encore plus performants demain, mais il y a ceux-là aussi qui ont nourri la France jusqu'à maintenant et qui ont une vision complètement perdue parce qu'ils sont endettés jusqu'au cou. Il y a des problèmes d'alcool, c'est multifactoriel. Il faut parler aussi des compagnes qui vont en ville parce qu'après, elles n'ont plus une vie normale dans ce monde-là. Alors oui, on a mis tout ça sous le tapis, mais aujourd'hui, ça rejaillit très, très fort. Et ça rejaillit quand 50% des agriculteurs ont plus de 54 ans et que la moitié d'entre nous vont quitter le métier dans moins de 8 ans. Il est temps de garder tout le monde et de cela, de s'en occuper. Donc de toute façon, il faut se remettre tout le monde devant cette abomination, parce que moi je le dis souvent, qu'un agriculteur meurt, c'est pas possible, parce qu'on est dans un des pays de métiers les plus beaux du monde, et derrière, certains ne trouvent pas leur place. Eh bien, il faut trouver une place, oui. Faut le demander à Christiane Lambert, oui. Oui, Christiane Lambert, ensuite Laurent Pinatel, je vous ferai réagir. Allez-y, Christiane Lambert. Vous dites qu'il faut arrêter de parler de l'agribashing et vous nous faites 3 sujets sur le suicide. Vous portez une responsabilité sur la désespérance. Aujourd'hui, pourquoi ne parlez-vous pas des initiatives? Là, il y a SOS Paysans, il y a Agri-Écoute à la MSA, il y a Agri-Collectif fait par les chambres d'agriculture. Nous avons multiplié ces initiatives, plutôt que de stigmatiser. Alors, voir comment on s'y prend. Vous savez, dans les campagnes, on a mobilisé les retraités, on a mobilisé des agriculteurs pour un certain savoir-faire, les conseillers MSA, et on accompagne les agriculteurs. Mais l'instrumentaliser, le porter à la télé le jour de l'ouverture du salon, je trouve que c'est pas non plus tout à fait fidèle à ce qu'est l'agriculture. Oui, ces situations existent et nous en connaissons tous. Vous dites qu'il faut attirer des jeunes. Parler des jeunes qui réussissent, il y en a aussi beaucoup nombreux. Et Jérémy Le Serle, ici, pourrait parler des réussites au niveau des jeunes agriculteurs. Ce que veulent les agriculteurs, c'est de la reconnaissance des prix et des perspectives. Le revenu des agriculteurs, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Il faut aussi que les Français qui veulent nous aident aussi par leur acte d'achat. Quand je vois aujourd'hui des braderies et des promotions inconséquentes qui font rentrer des produits étrangers à vil prix, ça tue l'agriculture. Et donc tous ceux qui ont contribué depuis 20-30 ans à tirer ces prix vers le bas, qu'ils soient politiques ou acteurs économiques, ont aussi contribué à faire que les agriculteurs n'ont pas assez de revenus. On s'est attaqué aux racines du mal avec les États généraux. Moi j'ai bon espoir que ça produise du résultat. En tout cas on y met toute notre énergie avec les interprètes, avec les plans de filière. Et je suis sûre que si on tient et si on va jusqu'au bout, y compris la commission d'enquête parlementaire qui va avoir lieu pour vérifier qui travaille mal dans la grande distribution et chez les industriels, on arrivera à ramener des prix aux agriculteurs. Jérémy De Serle, ce n'est pas la première crise que traverse l'agriculture française. Elle peut s'en remettre. Il y a encore des motifs d'espérance. En 2018, il y a eu plus 20% d'installations en France. Ça veut dire que déjà, il y a des jeunes agriculteurs qui sont intéressés par le métier. Même si on a pu sentir un ralentissement dans les écoles d'agriculture, elles sont encore malgré tout bien remplies de jeunes hommes et de jeunes femmes qui souhaitent, comme l'a dit le président, embrasser le métier. Il y a nécessité, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que ce métier retrouve de l'attractivité. Et je pense que, voilà, il faut additionner toutes ces initiatives qui sont prises sans forcément mettre trop en avant
non plus et parler que de ce qui va mal. Effectivement, il y a plein de choses qui vont bien aussi, et il y a plein de jeunes qui ont envie aussi d'épouser le métier correctement. Et on réussit aussi parce qu'on met tout un tas d'actions en place qui permettent à chacune et chacun des jeunes qui s'installent aujourd'hui, notamment grâce au dispositif d'installation que tout le monde souhaite défendre correctement. 99% des jeunes qui s'installent aujourd'hui en agriculture en étant accompagnés sont encore en activité 5 à 10 années après l'installation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant sans nier les réalités de terrain, sans occulter ça, sans être naïf aussi sur la gravité de tout ça, mais voilà, en disant aussi que ça peut réussir et accompagner toutes celles et ceux qui sont un peu dans la désespérance, comme ça a pu être évoqué aujourd'hui, mais ça, nous le faisons tous à chaque fois qu'il nous est possible de le faire. Laurent Pinatel. Oui, alors déjà, moi je suis pas tout à fait d'accord, enfin je suis même pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Christiane Lambert. On peut pas mettre sous le tapis en permanence ce qui va mal. On peut pas dire aux jeunes, ce métier est formidable, alors que tous les 2 jours, il y a un paysan qui suicide. C'est pas possible. On peut pas rester dans son coin à dire, mais si, tout va bien, tout va bien. Ben, c'est pas Martine à la ferme, quoi. C'est vraiment la réalité du monde agricole. Non, mais c'était tentant. Ça va pas plaire à monsieur là, non? C'est quand même la réalité du monde agricole. L'initiative de Guillaume Canet, elle est intéressante. Le travail que fait Solidarité Paysan, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres organisations qui accompagnent les agriculteurs en difficulté pour qu'ils sortent de leurs difficultés. Après, c'est pas une fin en soi. Là, on pense les blessés, quoi. Mais comment on arrive à faire des politiques publiques? Comment on arrive vraiment à, dans la durée, ça a été dit tout à l'heure en début d'émission, comment on arrive à avoir une lisibilité et des perspectives? Il faut ouvrir le métier. Il faut ouvrir le métier à tous ceux qui veulent, quelle que soit leur envie, quel que soit leur projet. Il faut leur donner les moyens de se former. Il faut leur donner les moyens, via le fonds Vidéa par exemple, d'accéder au métier. Ça, c'est la première chose. Il faut reconquérir les prix. Ça a été dit plusieurs fois. Sur la loi sur les états généraux de l'alimentation, nous, aujourd'hui, on ne voit pas de mécanismes contraignants qui vont permettre de reconquérir du prix par rapport à l'agriculture. Il faut aussi redonner de l'envie. Redonner de l'envie, c'est aussi aller vers les attentes des consommateurs. C'est accompagner la transition des systèmes agricoles vers quelque chose qui correspond à ce que les gens ont envie de faire. C'est retrouver de la fierté, de la valorisation dans notre métier. Ça, c'est le niveau national. Il y a aussi au niveau européen. Le niveau européen, inévitablement, on va tomber sur la PAC. C'est le discours introductif du président de la République. Au niveau de la PAC, on arrive à compenser les revenus via les primes, via les PAC, via les subventions. Et de ce niveau-là, ça nous semble important d'avoir une PAC plus juste, qui redistribue correctement les richesses, c'est-à-dire une PAC à l'actif. On a parlé tout à l'heure de politique qui s'arrête en chemin. La surprime aux 52 premiers hectares, qui est une mesure qui va directement en direction des petites et des moyennes fermes. La mesure des 52 premiers hectares, c'était la possibilité de redonner 100 € l'hectare sur chaque hectare en dessous de 52 hectares. Tout le monde demandait à ce que cette prime soit en place. La FNSEA, par la voix de Xavier Belin à l'époque, a demandé à ce que cette surprime soit arrêtée. Elle a été arrêtée. Il y a des politiques publiques qui ont été poussées, menées par certains. Il faut en assumer les conséquences. Alors, je crois que Jérémy Desserre voulait réagir et ensuite je donnerai la parole du côté-ci du plateau. Je ne vois pas ce qui diffère là-dedans et je ne vois pas pourquoi on s'énerve. À quel moment, que ce soit la FNSEA ou moi-même, on a dit il faut nier ces problèmes. On ne les nie pas. On les met aussi en avant et on s'en occupe. Mais on ne va pas donner envie aux jeunes en disant la loi alimentation, elle ne va pas marcher, quoi qu'il arrive, c'est réducteur, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas donner envie aux jeunes en montrant qu'ils se suicident des agriculteurs tous les 2 jours. Oui, c'est pas comme ça qu'on va donner envie aux jeunes. Donc voilà, on nie pas le problème, on essaye de mettre en place des choses. Tout le monde a fait. J'ai pas critiqué l'initiative de Guillaume Canet, je l'ai même mise en avant. Donc voilà. Enfin, arrêtons de nous taper sur la tête parce qu'il n'y a pas besoin. Il faut arrêter de mentir aux gens, Jérémy. Tu peux pas dire aux gens tout va bien alors que tout ne va pas bien. À quel moment j'ai dit que tout va bien? Laurent Pinatel, on va faire réagir le sénateur Pierre Cuypers, s'il vous plaît bien. Allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pierre Cuypers, allez-y. Non, mais vous êtes incohérent. Pierre Cuypers, allez-y. On ne va pas rentrer dans un débat technique, il nous reste 5 minutes. Je crois qu'on a un vrai sujet, c'est que on ne voit que ce qui va mal parce que certains ont envie que ça aille mal et que justement c'est un fonds de commerce qu'il faut alimenter. Je crois qu'on devrait aussi parler de ce qui va bien, de la qualité qui est celle de nos méthodes, de nos productions, des volumes, de tout ce que l'on apporte en termes de confort et de sécurité à nos concitoyens. Je voudrais dire que l'Europe, nous sommes à la veille des élections européennes. L'Europe, on en a besoin. La seule politique qui est véritablement aboutie, c'est la politique agricole commune. Or, elle se détricote petit à petit.
Aujourd'hui, qu'est-ce que représente la France? 65 millions d'habitants dans la mondialisation. Face à la Chine, face aux États-Unis, face à l'Inde, face à l'Europe centrale, qu'est-ce qu'on représente si on ne se regroupe pas et si on n'a pas une Europe unie avec les mêmes critères, les mêmes difficultés à résoudre, les mêmes moyens, les mêmes contraintes? Or, aujourd'hui, c'est une distorsion de concurrence permanente. La France en rajoute. Je veux bien entendre le chef de l'État, je veux bien entendre le Premier ministre, mais à ce moment-là, qu'on mette les mêmes règles pour tout le monde. Pierre Cuypers, il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de cette émission. Bernard Lannes et ensuite Christine Valentin. Je l'ai dit tout à l'heure encore au Président, là, de toute façon, les EGA, la suite des EGA, c'est de faire de la traçabilité intégrale dans l'étiquette. Parce que de toute façon, nous, agriculteurs français, puisqu'on revient au niveau français, il faut que le consommateur devienne un consommateur. C'est-à-dire qu'il sache exactement tout ce qu'il a dans les plats cuisinés, parce que c'est la restauration hors cadre familial, celle qui est les 80% des repas pris à midi, qui compte, parce que celle-là, elle touche toute l'agriculture. Pas celle qui est ici, mais toute l'autre qui doit exister aussi. Donc, dans cette traçabilité de l'étiquette, il y a les ingrédients, mais il y a aussi la marge. Moi, je rappelle que l'an dernier, on est allé devant le Parlement, on est allé avec des baguettes de pain, parce que dans le pain, il n'y a que du blé, de la farine et de l'eau, et de la levure. Et dans ce pain-là, il y avait 3 centimes de blé à l'époque, dans 1 euro de baguette. Donc, si vous mettez la traçabilité aussi de la marge, eh bien vous redonnez au consommateur le poids de choisir ce qu'il veut. Ça fait partie des pistes d'amélioration du revenu agricole. Christine Valentin, et je vous redonnerai la parole, Christiane Lambert. Allez-y. Merci. La France est belle. La France a énormément de valeurs. Le territoire est très riche. Et les agriculteurs cultivent ce territoire de façon encore tous les jours à nourrir les consommateurs et à améliorer justement cette valeur de territoire. N'oublions pas quand même, à travers nos désespérances à des moments, et sans oublier qu'il y a des problèmes, et j'entends, et je ne crois pas qu'aucun n'est autour de la table, n'ait oublié qu'il fallait s'occuper de ces gens-là. Mais donnons l'ambition à notre agriculture et à nos territoires, à notre ruralité, de justement se donner les moyens d'aller chercher cette valeur, d'aller défendre cette agriculture, ces territoires, ces hommes et ces femmes qui font ces territoires. La France, je le redis, a des valeurs, a des produits, a des territoires différents. On est très atypique d'un territoire à l'autre. Et c'est une richesse pure pour la France. Une richesse Sachons les mettre en avant. Oui, Christiane Lambert, on me disait ce n'est pas la première crise que traverse l'agriculture. On se souvient de la fin des quotas laitiers, c'était en 84. Beaucoup prédisaient justement la fin du monde agricole. Alors, oui, à chaque réforme ou à chaque mouvement difficile, beaucoup prédisent la fin de l'agriculture. Ce qu'on note quand même, c'est que le modèle d'exploitation familiale à la française est résilient et résiste. Alors dans notre métier, comme dans d'autres, il y a des mutations importantes. Et il y a ceux qui foncent, qui ne se posent pas de questions, qui foncent et qui réussissent. Il y a ceux qui s'accrochent, parce que c'est difficile, mais qui s'accrochent et qui veulent absolument rester. Et il y a ceux qui décrochent, soit économiquement, soit moralement. Il faut accompagner sans juger, c'est ce que nous faisons. Mais quand même, dans une France toute jaune, dans une France qui a la jaunisse aiguë, les élections aux chambres d'agriculture, qui a donné la parole aux agriculteurs, on fait que les agriculteurs ont voté à 46,18%, c'est plus qu'aux européennes, c'est plus qu'aux législatives, c'est 2 fois plus qu'aux élections des chambres de commerce et d'industrie. Et quand ils choisissent un syndicalisme de projet, un syndicalisme tourné vers l'avenir, le tandem FNSEA-JA à 55,55%. Ça, c'est le témoignage d'une confiance dans un syndicat qui dit la vérité, qui n'instrumentalise pas les peurs ou le malheur des gens, mais qui porte des projets et qui a un discours réaliste. Notre slogan était « Avançons ensemble, les pieds sur terre ». Avancer parce que le monde bouge, nous bougeons. Ensemble, parce que la solidarité et le collectif, c'est l'ADN de notre organisation, et les pieds sur terre, parce qu'il ne faut pas vendre du vent ou du baratin, il faut être réaliste. Les agriculteurs nous attendent sur du concret, ils ont voté, le terrain a parlé. Merci beaucoup Christiane Lambert, merci à tous d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de ce salon ouvert, on continue sur Public Sénat à vous faire vivre cet événement, et on vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à bientôt. Sénat.